Bonsoir Mathieu Delahousse. Bonsoir. Grand reporter à l'Obs, vous publiez ce livre, Le prix de nos larmes, le roman noir des millions versés aux victimes du terrorisme. C'est aux éditions de l'Observatoire. Le prix de nos larmes, c'est 2 ans en immersion avec les victimes du Bataclan ou encore de l'attentat de Nice, des vies détruites que la justice doit réparer. Et vous posez cette question qui est une question vertigineuse. Comment est-ce qu'on évalue le coût de nos propres vies, d'une vie? Comment est-ce qu'on évalue le prix d'une vie brisée? C'était la question, effectivement, c'est comment réparer ça et est-ce que c'est possible? Tous les jours se déroule effectivement le procès du 13 novembre qui va s'achever bientôt. Et moi, j'ai voulu appliquer en réalité les mêmes méthodes de chronique judiciaire de ce grand procès où nous sommes dans une très grande salle et où on suit autour de Salah Abdeslam et autour des autres accusés la réalité des attentats du 13 novembre à un tout petit tribunal de poche où en fait on voit les contentieux qui existent autour des sommes qui ont été accordées par le fonds de garantie en réparation et qui sont contestées par des victimes. Et autour de tout ça, effectivement, la question fondamentale, c'est que vaut ma vie ? Puisque les victimes et les impactés, donc les impactés, il y a des douleurs psychologiques souvent considérables, les blessés, des blessures qui se voient sur le corps, et puis les endeuillés, évidemment, c'est de savoir quel était le prix du proche qui a disparu. On va y revenir. Il faut dire qu'en France, et vous en parlez bien dans le livre, hein, c'est un système quasi unique au monde, puisque on fait appel à la solidarité nationale, et c'est la garantie d'être indemnisé quand on est victime du terrorisme. C'est l'occasion de rendre hommage à Françoise Rudetsky, la fondatrice de SOS Attentat. Elle est décédée hier et c'est à elle qu'on doit finalement la création du fonds de garantie des victimes du terrorisme, qui permet justement ce tribunal de poche aujourd'hui dont vous parlez. Ça permet tout ça, mais surtout toute son histoire et son être tout entier finalement résume le combat pour les victimes du terrorisme qui existe encore aujourd'hui. Françoise Rudelsky, elle se retrouve dans les années 80 au Grand Véfour, qui est un très beau restaurant juste à côté du Palais Royal. Il y a eu une explosion, ses jambes sont brisées et une semaine après, elle se rend compte que le restaurant va pouvoir rouvrir et qu'un magazine titre plus de peur que de mal. Et en fait, cette histoire, c'est l'histoire universelle des victimes du terrorisme. Elle va créer le fonds de garantie, elle va se battre contre tous les politiques successifs pour avoir des dispositifs d'indemnisation, des dispositifs de provision, des dispositifs d'accompagnement. Mais pour les victimes du terrorisme, en réalité, il y a toujours une espèce d'insatisfaction qui passe, comme elle, à l'époque, par les mots, plus peur que de mal, vraiment. C'est une phrase que toujours, il y a toujours cette chose-là. Beaucoup, et par ailleurs, voilà, la façon dont on les prend en charge par les mots. Moi, j'ai beaucoup écrit sur la façon dont les mots ont une importance forte, mais aussi parce qu'on leur dit, finalement, la vie continue, les restaurants rouvrent, les terrasses reprennent, et eux, ils sont restés figés dans leurs existences. Et plusieurs histoires, moi, m'ont beaucoup marqué dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'indemnisation, elle est calculée sur la base de plusieurs critères. On va y revenir parce que c'est ça qui vous choque en fait, hein, quand vous découvrez ce tribunal de poche qui se trouve au 6e étage, vous parlez d'une petite salle d'audience blanche, 6e étage du tribunal de Paris, et vous découvrez que le prix du malheur, je vous cite, hein, le prix du malheur se négocie. Le mot est très fort quand on parle de négociation et qu'il s'agit d'évaluer le coût de la perte d'un proche, le coût de la perte d'une jambe ou de savoir si le préjudice est moins élevé parce qu'on aurait refait sa vie après la mort de sa femme ou de son mari sur un attentat. C'est le grand malentendu. Partout, il y a le slogan de la solidarité nationale, il y aura la réparation intégrale, on va vous aider, on va vous réparer. Il y a une nomenclature qui est mise en place sur les différents postes de préjudice. Alors préjudice physique, les déficits fonctionnels, temporaires, permanents, etc. Préjudice d'agrément, il y a des gens qui ont été défigurés. Philippe Lançon est l'un de ceux-là quand il était sur la tuerie de Charlie Hebdo. Et effectivement, cette règle-là pourrait s'appliquer de façon très mathématique. Heureusement, ce n'est pas le cas. Mais de l'autre côté, du coup, on amène à des négociations. Et dans ces négociations, on arrive à des choses qui sont incroyables, indécentes, choquantes, terrifiantes et surtout qui nous amène dans des interrogations personnelles absolues. C'est évidemment, alors pour l'exemple le plus gentillé, si l'on peut dire, c'est le préjudice d'agrément pour tous ces gens qui allaient... Alors qu'est-ce que c'est le préjudice d'agrément? C'est ce qui concerne votre agrément. Quels étaient vos loisirs? Moi, c'était d'aller voir des concerts de rock. C'est évidemment le cas de beaucoup de rescapés du Bataclan. Et on leur dit, mais
Vraiment, vous avez un préjudice d'agrément qui a souffert. Prouvez-nous, prouvez-nous que vous alliez au concert. Et donc moi, j'ai effectivement l'une des dames que je rencontre dans le livre et qui me raconte très longuement son existence. Elle dit, ils veulent les voir, mes places de concert. Et telle une adolescente, elle prend sa boîte de chaussures avec tous les jolis billets de concert qui existent. Drôle, évidemment, quand je me retrouve dans la salle d'audience avec un homme qui n'a pas pu finalement reprendre attache avec sa femme qui était également dans la salle avec lui. Et on vient lui reprocher d'une certaine façon d'avoir refait sa vie, puisqu'on lui dit finalement votre préjudice d'affection existe-t-il de façon aussi considérable puisque vous êtes à nouveau dans une vie maritale. Et puis autre élément extrêmement choquant, on va aller chercher sur les réseaux sociaux, et ça il y a au sein de l'organisme qui est chargé de réparer les victimes, des agents qui effectivement vont sur les réseaux sociaux et vont contrôler si sur le profil professionnel il n'y a pas une progression. Et tous ceux qui ont retrouvé du travail, par exemple, on leur a dit on ne va pas vous indemniser là-dessus, vous avez retrouvé du travail. Et ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ? Que j'arrête tout, que ma vie s'arrête. Et du coup, il y a une espèce de logique qui et c'est là-dessus que j'ai voulu interroger et que j'interpelle les lecteurs, c'est effectivement sur quelle est la valeur de notre vie, où est-ce qu'on pose la valeur des choses, et la réparation le fait de l'interroger n'est pas une douleur supplémentaire, et beaucoup d'entendre des victimes que vous avez souffert avec qui souffraient et remises en cause. Si bien que certaines préfèrent en fait laisser tomber et finalement ne pas aller aussi loin que de demander, passer par tout ce processus d'indemnisation. Ça existe, en tout cas ça fait partie des choix que doivent faire certaines victimes. Il y en a quelques-unes qui effectivement renoncent et qui ont tort de renoncer, puisqu'elles ont quelque chose qui leur est dû au nom de la solidarité nationale, et il faut qu'elles y aillent, parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui refusent d'y aller, et qui sont dans une situation, à mon avis, de solitude et d'injustice, et il y a ceux qui veulent y aller de façon excessive, trop mal conseillés, trop poussés, avec des avocats, certains avocats essayent de alors, les avocats, la plupart du temps, sont extrêmement vertueux, mais effectivement, il y en a quelques-uns qui poussent à la roue, avec ce slogan terrible qui disent aux victimes, et ça des victimes me le disent, qui ne tentent rien à rien et qui du coup effectivement les placent dans des récriminations absolument terrifiantes. Et ça aussi, ça interroge la façon dont on peut être réparé. Est-ce que c'est par de l'argent? Est-ce que c'est par un accompagnement? L'exemple qui nous précède, c'est celui du 11 septembre aux États-Unis, où le fonds qui avait été créé à l'époque, et qui n'était pas un fonds aussi généreux qu'en France, puisque le fonds exigeait que les victimes ne portent pas plainte à l'époque contre les compagnies aériennes des avions qui s'étaient fracassés contre les tours du 11 septembre. Pour pouvoir être indemnisées. Celles-là, effectivement, ont toutes quasiment insulté le fonds de garantie qui avait été mis en place aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a quelque chose à recréer pour que ce malentendu ne provoque pas des colères et des ressentiments qui, en réalité, sont terribles par rapport à ce système qui est très vertueux. Et que ce processus d'indemnisation ne provoque pas plus de malaise finalement que de bien-être pour ces victimes-là. Et d'ailleurs, vous proposez quelques pistes dans votre livre et qu'on peut découvrir dans Le prix de nos larmes, des pistes de réflexion comme par exemple améliorer le parcours d'indemnisation avec une présomption de bonne foi pour les victimes du terrorisme qui éviterait ce que vous avez décrit, d'aller chercher par exemple des petits tickets de concert et qu'on croit en la bonne foi. Oui, que la bureaucratie ne tue pas la générosité et la bonne intention. Merci Mathieu Delahousse. Le prix de nos larmes, le roman noir, des millions versés aux victimes de terrorisme. C'est aux éditions de l'Observatoire. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur l'Ukraine. Et ce procès, premier procès pour crime de guerre qui s'est ouvert hier à Kiev. Bonne émission.